Cette stratégie, c'était quoi? C'était démonter le programme du Front National. Non pas attaquer les électeurs du Front National, qui sont après tout des Français comme vous et moi, mais leur montrer que le projet ou le programme du Front National nous amène dans le mur. C'est un programme tout à fait démagogique pour piper les voix de gauche. Moi, je ne mets pas exactement sur le même plan un social-démocrate européen et un candidat du Front National qui adhère au projet du Front National. C'est pas pareil. Je n'en dirais pas autant d'un homme de gauche conservateur et immobiliste ou mélenchoniste. C'est une autre affaire. Assimilation, ça veut dire quoi? Assimilation, étymologiquement, ça veut dire rendre semblable. Donc tout le monde dans le même moule. Je crois que ça ne correspond ni à la réalité, ni à la vision morale que je peux avoir des choses. Nous avons nos origines, nous avons nos racines, nous ne sommes pas tous pareils, et il faut respecter ses origines et ses racines. Aujourd'hui, avec Skype ou Internet, on est en permanence avec sa famille d'origine. Donc on ne va pas couper ça, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire. L'intégration, ça veut dire participer, garder sa différence, mais participer à une communauté qui partage les mêmes valeurs, c'est-à-dire la connaissance d'une histoire, c'est-à-dire le partage d'une langue, ça me paraît absolument capital, et l'attachement au principe de la République. J'ai parlé tout à l'heure du respect de la laïcité. Pour moi, c'est un principe fondateur de la République, au même titre que liberté, égalité ou fraternité. Le corollaire, c'est que les religions doivent respecter les lois de la République. Parce que la laïcité, c'est que la loi civile prévaut sur la loi religieuse. En revanche, à l'école, parce que là, on a des enfants dont l'esprit critique n'est pas encore véritablement formé, on respecte une neutralité absolue et on ne porte aucun signe distinctif, que ce soit la kippa, que ce soit la croix ou que ce soit le voile, naturellement. Alors la loi Macron, bon, elle va sans doute sur certains points dans la bonne direction. Est-ce que ça va assez loin? Évidemment non. Il faudra redéfinir le périmètre d'intervention de l'État. Il y a des choses qu'il doit continuer à faire, je l'ai dit tout à l'heure, la sécurité, la police, la justice, l'éducation. Il y en a d'autres dont il peut s'alléger ou qu'il peut sous-traiter à d'autres. Je pense que le Parlement, dans ce domaine, a un rôle important à jouer. Plutôt que de faire des lois à tire-larigot avec une inflation législative qui devient insupportable, le Parlement devrait se concentrer sur le contrôle de la dépense publique et sur l'appréciation de la justification des interventions de l'État. La retraite, il faudra dire très clairement aux Français que le système ne sera pas viable si on ne va pas vers un âge légal qui aille à 65 ans. Il y a ensuite l'indemnisation du chômage, où il faudra que les partenaires sociaux soient mis face à leurs responsabilités et trouvent des solutions pour rééquilibrer le système. On voit bien qu'il y a des dépenses médicales inutiles et des dépenses médicales utiles. La surconsommation de médicaments, par exemple, qui est un mal français qu'on a diagnostiqué et sur lequel il y a des progrès à faire. La notion des 35 heures est en train, en réalité, de perdre une large part de sa signification. Je crois qu'il faudra redonner de la liberté de discussion, de négociation aux entreprises ou aux branches pour les petites entreprises. Je parle de quoi? Je parle de l'alternance. Le constat est partagé. La formation à l'alternance, qui peut prendre notamment la forme de l'apprentissage, est une des manières de préparer le mieux les jeunes à leur future vie de travail. Je suis plus européen que jamais. Et le rôle des hommes politiques, ce n'est pas toujours de suivre la majorité de l'opinion. Il y a des moments où il faut dire « non, là vous vous trompez, ça c'est pas vrai ». Et il n'est pas vrai que l'Europe soit pour nous un handicap ou une menace. C'est une chance extraordinaire. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à changer en Europe? Évidemment non. On ne peut pas avoir une monnaie unique si on n'a pas une politique monétaire commune, on l'a. On a une banque centrale qui fonctionne plutôt bien. Si on n'a pas rapproché les règles budgétaires, on l'a fait. Ça me fait doucement rigoler quand j'entends dire que nous sommes mis en tutelle par Bruxelles sur le plan budgétaire. C'est nous qui l'avons voulu. C'est nous qui avons demandé un gouvernement économique et budgétaire de l'Union européenne. C'est nous qui avons préparé le traité sur la coopération et la stabilité en Europe et qui avons défini les critères à respecter. Alors n'allons pas nous plaindre qu'on nous applique ce que nous avons demandé. En revanche, il n'y a pas suffisamment dans la zone euro d'intégration fiscale et on ne pourra pas fonctionner éternellement avec une monnaie unique et des systèmes fiscaux aussi divergents que ceux que nous avons. Voilà. Et puis autour de cette Europe plus intégrée, il y aura une grande Europe plus souple où la Grande-Bretagne trouvera peut-être sa place dans une sorte de grand marché qui lui convienne. Il faut que cette Europe aussi, elle s'intéresse
à des politiques communes qui soient vraiment prioritaires. Et je n'en citerai que deux, l'énergie. Si les pays européens, les 18 de la zone euro, parlaient d'une seule voix à la Russie, on n'aurait sans doute pas besoin de prendre des sanctions parce que voilà, la Russie a besoin de vendre son gaz aussi. Hein. Et puis, il faut qu'on existe dans la société numérique qui est en train de se développer. L'école doit permettre la réussite. Et aujourd'hui, ce qui ne va pas, c'est l'échec. L'échec des 150 000 jeunes qui quittent le système secondaire sans aucun diplôme et sans aucune formation professionnelle. Un consensus se dégage, ça commence à l'école primaire. Il faut remettre le paquet sur l'école élémentaire parce que c'est là que ça commence, notamment dans l'apprentissage des savoirs fondamentaux. Il faut renforcer les heures d'apprentissage du français et des mathématiques et il faut déjà personnaliser ou diversifier les parcours de formation en fonction des capacités des élèves. Deuxième réforme, c'est le collège. Bon, dans mon parti politique, on est obsédé par le collège unique, etc. Je suis arrivé à un autre concept qui est le collège commun. Il faut garder une structure où tous les enfants se retrouvent. Parce que ça, c'est un facteur d'égalité. Mais il faut diversifier là, les parcours avec des classes de niveau ou des groupes de niveau qui permettent de mieux prendre en compte la maturité des enfants et leurs compétences respectives. Je suis convaincu que le système éducatif ne marchera que si les enseignants sont bien dans leur peau. Et aujourd'hui, ils ne sont pas bien dans leur peau. Réfléchissons à la condition matérielle des enseignants qui sont en France mal payés. Comment mettre nos jeunes en situation de ne pas se laisser intoxiquer par les réseaux sociaux, notamment, sur lesquels ils vivent, pour faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Parce que le problème est de faire venir à la politique des gens qui ne sont pas dans la fonction publique. Et c'est là qu'est le véritable défi. Comment y arriver ? Moi, j'ai une idée depuis longtemps, que je ne suis jamais arrivé à faire accepter par qui que ce soit, qui était de dire, plutôt que de supprimer le filet de sécurité, ou tout en supprimant le filet de sécurité des fonctionnaires, pourquoi ne pas en créer un pour les hommes d'entreprise ou les femmes d'entreprise ? Si un homme ou une femme d'entreprise hésite à se lancer, c'est parce qu'il se dit que la vie politique, elle est risquée. On peut échouer. Qu'est-ce qui se passe quand on échoue ? Et mon idée, c'était de dire, sur une base interprofessionnelle, les grandes organisations professionnelles garantissent aux 10, 20, 30, 40 hommes d'entreprise qui vont se lancer dans la vie du Parlement la possibilité de réintégrer, de retrouver du boulot. En qui se diront-ils, tiens, celui-là, c'est celui à qui on a envie de faire confiance pendant les 5 ans qui viennent. Voilà, c'est la réponse à cette question qui fera la différence. Et ça me rend confiant. J'ai dit 5 ans parce qu'un de mes grands atouts, c'est que moi, je ne serai pas préoccupé par ma réélection.